Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Beaucoup de personnes ont très bien compris que l'intelligence artificielle, l'IA, est comme ça en train de bouleverser le marché de l'emploi. Simplement, aujourd'hui, ce que l'on rencontre dans l'usage des agents de type tels que Claude Code, QSO, Windsurf, etc., c'est que beaucoup ne savent pas s'en servir de ces outils-là pour créer véritablement de vrais assistants intelligents. La plupart du temps, ce qui se passe en production, ce sont des chatbots améliorés ou dopés, mais néanmoins, ce que l'on ne trouve pas réellement en soi, c'est cette capacité de véritablement livrer un produit que l'on pourrait qualifier d'intelligent. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Qui suis-je? Je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur IA et expert en intelligence artificielle. Ayant à mon actif plusieurs développements et plusieurs mises sur pied des solutions d'intelligence artificielle, je vais vous donner ici rapidement, en quelques minutes, les tips, les réels points sur lesquels il faudrait insister lorsque l'on met sur pied un véritable agent intelligent. Je précise bien un agent intelligent en utilisant des agents venant des États-Unis, des grandes entreprises tech américaines, Anthropic, OpenAI et tout le reste. Alors, première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il faudrait définir l'objectif de votre agent intelligent. D'accord? Donc, définition. Qu'est-ce que mon agent intelligent doit faire? C'est la base de tout projet. D'accord? On ne commence pas par prendre un ordinateur ou par installer Claude Code. On peut installer Claude Code, d'accord? Mais on n'y touche encore rien pour l'instant. La première des choses que vous devriez faire, c'est prendre par exemple, donc si vous utilisez ChatGPT de manière classique, Claude dans sa version classique, vous prenez un LLM juste pour penser vos idées, réellement creuser le pourquoi de votre agent intelligent, d'accord? Le pourquoi, ça c'est vraiment, j'insiste, c'est la base, d'accord? Le pourquoi de votre agent intelligent. Qu'est-ce que mon agent intelligent doit faire? Quelles sont les actions qu'il devrait effectuer? À qui il devrait rendre service? Dans quel environnement? À quel moment de la journée devrait-il fonctionner? Bref, toute cette question-là, vous devez définir d'abord le pourquoi de votre agent intelligent. OK. Une fois ceci dit, c'est un rappel, hein, même si je pense que c'est peut-être assez évident, mais je préfère quand même le rappeler. La deuxième partie maintenant va consister à se dire, mon agent intelligent, puisqu'il devrait agir, d'accord, il lui faut donc de la consommation des données. De la consommation des données, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là que notre agent intelligent va pouvoir répondre de manière efficace à nos clients. Quelle que soit la forme dans laquelle votre agent intelligent se trouve, donc que ce soit du texte, de la voix ou des images, d'accord, vidéo, peu importe, fichier, tout ceci, c'est de la data, d'accord? Quelle que soit la forme dans laquelle votre agent intelligent devrait agir, il vous faut de la data, de la donnée, en quantité massive et en qualité également, d'accord? Quantité et qualité. Voici un des aspects les plus importants. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui fait la force, par exemple, des outils tels que ChatGPT, Claude et tout le reste, c'est que ces solutions-là, donc c'est ce qu'on appelle donc des modèles généralistes, donc des modèles généralistes, c'est Large Language Model, c'est qu'ils ont été entraînés sur des millions et des millions de données, de textes en ligne et tout le reste, et aujourd'hui, ils sont capables de répondre quasiment à toutes les situations, d'où l'appellation généraliste. Et en plus de cela, il y a des protocoles qui ont été mis en application pour permettre ces modèles-là d'étendre encore les capacités de réponse. Par exemple, je fais référence au MCP,
On verra ça plus tard. Modèle contexte protocole. Bref, donc il vous faut de la donnée. La donnée, c'est le cœur, c'est votre matière première. Que vous soyez une PME, une entreprise, etc., vous devez absolument regrouper massivement vos données, les agréger. Généralement, toutes les entreprises possèdent des données. Si vous ne possédez pas les données, ça voudrait dire que vous êtes simplement inconscient. D'accord? Parce que les données, aujourd'hui, on en retrouve sous toutes les formes possibles en entreprise. On crée de la data tous les jours. Actuellement, là, je suis en train de créer de la donnée, ne serait-ce que par cette image et par cette voix. Donc, une fois qu'on a nos données ou qu'on a regroupé nos données, il va falloir, donc, dans la définition précédente qu'on a pu faire, il va falloir prendre les données les plus essentielles, les données avec lesquelles notre agent intelligent va répondre au quotidien. Bon, généralement, aujourd'hui, pour l'instant, la donnée texte et la donnée image et vidéo vous dominent le marché, d'accord? Mais peu importe, vous choisissez les données avec lesquelles votre agent intelligent devrait interagir ou utiliser au quotidien. Et ces données-là, généralement, et c'est souvent le cas, sont sous une forme brute, d'accord? Comme une matière première, ok? D'accord? On extrait une matière première. Généralement, ce n'est pas ça le produit. Il va falloir travailler cette donnée. D'accord? Votre matière première, il va falloir la travailler. La travailler, c'est quoi? C'est arriver à un état où l'agent intelligent devrait consommer facilement cette donnée en question. Si je prends un fichier, par exemple, un fichier, ok? Un fichier, c'est un ensemble de textes. Mais mon agent intelligent doit consommer en sortie, par exemple, des paragraphes. Donc, il faudrait que j'arrive par un moyen donné à découper ces fichiers-là sous forme de paragraphes. OK? C'est ça le processus de transformation de la donnée. Donc, vous regroupez vos données, vous les stockez quelque part. D'accord? C'est ce qu'on appelle le processus de mise en application des données dans une base de données, tout simplement. Le fait de prendre des données de manière disparate, sous plusieurs formes, sous plusieurs formats, les travailler, les transformer et après les stocker quelque part dans une base de données. OK? Donc, vous allez avoir votre base de données qui va contenir vos données. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ce travail étant fait, alors, c'est à vous d'effectuer ce travail. Pour l'instant, je n'ai pas encore utilisé Claude Code à ce moment. OK? J'ai déjà installé Claude Code sur ma machine, mais pour l'instant, ici, tout ce travail-là, je le fais par exemple sur une interface LLM dans le fait de creuser, de penser réellement mes idées, toujours en accord avec la définition de mon agent intelligent. D'accord? Je ne fais que vous mener vers le chemin par lequel, in fine, lorsque l'on va utiliser Claude Code, ce sera beaucoup plus facile pour nous. OK? Donc, nos données, d'accord, on les regroupe, on va taguer toutes nos sources de données, d'accord? Donc, vous allez, pour chaque source de données, vous allez indiquer, par exemple, un chemin où se trouve la donnée, d'accord? Sous quel format, avec quel lien peut-on accéder à la donnée, d'accord? Les données, généralement, en entreprise, se trouvent dans des wikis ou bien dans d'autres tickets Jira, etc. D'accord? Ou bien souvent dans des mails que l'on pourrait trouver chez des clients ou d'autres collaborateurs. Donc, le lieu de la donnée, comment on accède à la donnée? Voilà, c'est ça le principe final. Comment je fais pour accéder à la donnée? Sous forme de lien, sous forme de fichier. Et bien sûr, vous notez les extensions de fichiers possibles, c'est important. Sous forme de base de données, d'accord, etc.
Maintenant, lorsqu'on a agrégé, transformé, regroupé nos données, tagué nos données, d'accord? Il va falloir, donc maintenant ici c'est un peu plus technique, travailler avec vos équipes data, engineering, SPIA, prompt engineering, etc. De passer du stade de la donnée brute à le fait de pouvoir intégrer vos données dans une base de données vectorielle. Dans une base de... Ça reste toujours une base de données, d'accord, une DB, où vos données sont stockées sous forme de vecteurs. Donc ici, nous avons des vecteurs. Ce sont, pour dire de manière autre, vos données brutes à la base, mais stockées d'un point de vue vectoriel. Alors, vectoriel, c'est-à-dire que il faut comprendre que les LLM aujourd'hui, par exemple, nous avons, regardez, nous avons, vous prenez un repère autonomé, par exemple, ok, x, y, vous prenez 2 points dans l'espace, A, B, d'accord, les données, voici, par rapport à ce repère, ça c'est un vecteur, et ceci est un autre vecteur, ok? Donc vos données, on en a comme ça des milliers, voire des millions de données. Et ça va être intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'il va falloir chercher, interroger la base de données vectorielle, on va pouvoir utiliser des algorithmes de rapprochement. D'accord? Ces algorithmes de rapprochement vont pouvoir faire le lien entre la question de l'utilisateur aux données qui se trouvent dans votre base de données vectorielle. D'accord? C'est vraiment important de comprendre ceci. Alors, j'essaie vraiment de simplifier. Le passage d'ici à là, bien sûr, s'effectue avec l'utilisation des modèles d'embedding, par exemple, qui permettent de convertir donc des données, des fragments de données, de texte, par exemple, sous forme de vecteurs. Et lorsqu'on a réussi justement à mettre notre base de données vectorielle, a réussi à stocker nos données dans une base de données vectorielle, on vient d'effectuer une grande partie du travail, du chantier. Pourquoi? Parce que cela voudrait dire que on a réussi à mettre dans un espace donné nos données essentielles pour notre agent intelligent. Alors, maintenant, il va falloir aussi, une fois ayant fait ceci, choisir le modèle LLM avec lequel on va travailler. Aujourd'hui, sur le marché, vous avez Mistral. Bon, je préfère citer, Mistral, c'est français en premier, d'accord? Vous avez donc, chez OpenAI, vous avez ChatGPT. Alors, on va dire le modèle GPT, ok? Vous avez Claude. Bon, je prends les modèles les plus connus, bien sûr. Gemini de Google. Et puis, vous avez d'autres modèles en open source qui sont tout aussi puissants pour travailler et interagir dans la boucle de votre agent intelligent. D'accord? Mais le choix d'un modèle est fondamental. Alors, si vous vous inquiétez de l'aspect réglementaire par rapport à la réglementation américaine, sachez que si vous utilisez un modèle américain, d'une société américaine, demain, si le gouvernement américain estime que les données que vous utilisez
relève de la défense nationale américaine, vous pouvez, vous serez impacté. D'accord? Ça, c'est juste un aspect à prendre en conscience. Donc, vous pouvez également aussi ensuite, bien sûr, regarder les caractéristiques, les paramètres du modèle. Les paramètres du modèle, par exemple, vous allez regarder ce qui nous intéresse le plus. La manière dont le modèle gère la mémoire et le contexte management. La consommation des tokens. C'est très, très important. Parce qu'on a besoin d'un modèle qui soit capable de poursuivre une conversation, aussi longue soit-elle, jusqu'au bout, pour prouver à l'utilisateur que l'agent intelligent est très efficace. Si vous prenez un modèle qui est amnésique, entre guillemets, qui a une faible mémoire, une faible capacité à retenir des informations, à un certain moment donné, pour certaines questions, l'utilisateur va s'en rendre compte que le modèle ne produit pas assez d'informations pertinentes. Et là, c'est très, très critique pour votre business. Et il y a aussi, dans le choix du modèle, la capacité pour le modèle à réduire les hallucinations. Donc, quel modèle a le moins d'hallucinations, hallucine le moins? Ok? C'est aussi un paramètre, c'est l'un des paramètres aussi les plus importants à observer, à regarder. Vous pouvez aller sur différents sites en ligne, sur ces géants qui ont des modèles fondamentaux. Vous allez regarder donc les benchmarks de chaque modèle et vous regardez ces caractéristiques. La mémoire, gestion de la mémoire, comment la mémoire est-elle gérée dans le modèle en question, la gestion du context management, les hallucinations et justement le nombre de tokens limite que le modèle est capable de traiter en une seule fois. D'accord? Donc la fenêtre de contexte, de context window. Ça, c'est aussi un paramètre très, très important. Parce qu'aujourd'hui, vous avez partir du principe que vous avez des utilisateurs qui sont bêtes et méchants, entre guillemets. C'est-à-dire que des utilisateurs aujourd'hui écrivent des prompts comme ça, des gros pavés de texte. Ils envoient ça sur la fenêtre de ChatGPT ou d'un Claude, etc. Et ils s'attendent à ce que ChatGPT réponde de manière efficace. Donc, la fenêtre de contexte, c'est cette capacité pour le modèle à pouvoir traiter en une seule fois cette question posée par l'utilisateur. D'autant plus que la plupart du temps, les utilisateurs travaillent sur une même fenêtre de conversation et à un moment donné, envoient au modèle un gros pavé de texte. Et là, ça devient très, très compliqué pour le modèle si la fenêtre de contexte n'est pas assez grande pour remonter aux autres conversations précédentes. Parce que plus l'utilisateur échange avec votre agent intelligent, avec le LLM par exemple ici, plus la fenêtre de contexte est en train de se remplir. Et donc, si à un moment donné, l'utilisateur dépasse cette fenêtre de contexte, votre agent intelligent va répondre sur des données tronquées. Et donc, forcément, il n'aura pas l'ensemble de tout le contexte pour pouvoir adresser une bonne réponse à l'utilisateur. Donc, c'est très, très important. À partir de là, vous allez sélectionner votre modèle le plus pertinent, le plus avantageux pour votre situation donnée. Donc, ça, ceci étant fait, maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que vous installez Claude Code sur votre machine si ça n'a pas déjà été fait. Généralement, moi je travaille avec VS Code. Ici, donc, vous avez Claude Code qui est installé sur votre machine et vous avez vos fichiers ici. Donc, Claude Code, c'est le même principe que si vous utilisez Codex, Windsurf, QSO, etc. D'accord? Alors, avant de taper quoi que ce soit
dans la fenêtre d'input de Claude Code, il va falloir d'abord définir l'arborescence de votre projet. Ça, c'est non négociable. Vous devez définir, donc je parle ici, je m'adresse aux architectes, aux ingénieurs IA ou aux développeurs. Vous définissez d'abord l'arborescence de votre projet. L'arborescence de votre projet, c'est cette capacité de mettre en relation vos fichiers de manière ordonnée, d'accord? Vous devez très bien définir l'arborescence de votre projet. Et pour définir l'arborescence de votre projet, vous utilisez par exemple ChatGPT donc à côté. Vous prenez un LLM classique, d'accord? On va faire tout simplement comme ça. Claude, DeepSeek et tout le reste. Vous prenez un LLM classique avec tous les éléments précédents que je vous ai donnés. Vous donnez ça comme contexte au système. Il va vous définir l'arborescence de votre projet. Donc, c'est quelque chose ici qui se fait naturellement par le LLM parce que vous avez su définir tous les éléments que je vous ai donnés plus haut. Maintenant, vous allez importer cette arborescence de votre projet sur votre IDE, d'accord, sur votre interface de développement. Donc, votre projet sera là, ici. Maintenant, voici ce qui fait la particularité et l'une des particularités de Claude Code. C'est que les ingénieurs chez Anthropic se sont rendus compte que, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la consommation des tokens, le context management, donc, et la mémoire également, les ingénieurs chez Anthropic ont mis sur pied ce que l'on appelle le fichier Claude MD. D'accord? Ce fameux fichier Claude.md. Alors, MD, c'est l'extension du fichier, c'est Markdown. D'accord? C'est un fichier texte, hein, si vous l'ouvrez. Alors, ce fichier, c'est quoi? Il est important parce qu'il sera dans votre arborescence du projet, à la racine du projet. Il est important, pourquoi? Parce qu'en fait, chaque fois que vous ouvrez une session ici sur Claude Code, cela permet à Claude Code de ne pas consommer beaucoup de tokens pour comprendre ce que fait réellement votre projet. Donc, ce fichier-là, il résume en quelque sorte votre projet de manière efficace. Pas trop entrer dans les détails parce que sinon vous allez évidemment tomber dans l'effet inverse, donc le fait de consommer beaucoup plus de tokens, ce que l'on ne veut pas. Ce que l'on voudrait en fait, c'est ne pas saturer la mémoire de Claude Code. D'accord? Pourquoi? Parce que dans les premières semaines, vous allez définir vos fichiers. Donc, vous allez au fur et à mesure créer des fichiers, les remplir, ne serait-ce qu'en demandant pas des échanges successifs avec Claude Code. Lui, il est assez verbeux. Vous imaginez quelqu'un qui écrit du texte de manière rapide et à foison. Et donc, le but pour nous, c'est quoi? C'est de fournir à Claude Code le bon contexte au bon moment pour que Claude Code soit assez efficace dans la recherche d'informations à partir de nos fichiers. Et comme nous avons mis en place une très bonne arborescence de fichiers, il sera plus facile pour Claude Code d'aller trouver les endroits dans le code en fait où potentiellement il y a un problème, où il faudrait rajouter par exemple une fonction, une feature, etc. Et si on fournit à Claude Code le bon contexte au bon moment, il sera d'autant plus efficace dans son implémentation. C'est le but de ce fichier, entre autres, mais également de tout ce que je vous ai dit en amont et bien sûr la définition d'une bonne arborescence qui permet une recherche facile dans l'implémentation. Donc,
Ce fichier, il est très important, vous le mettez à la racine de votre projet. Maintenant, on va terminer ici avec la manière dont on échange avec Claude Code. Ok? Jamais, je précise bien, jamais, vous ne rentrez des commandes ou des instructions assez lourdes à la machine d'un seul coup. Ce qu'il faudrait faire à chaque fois, lorsque vous devez ajouter une fonctionnalité, par exemple, sur votre projet, on va par exemple prendre, s'il faut rajouter de l'authentification comme feature, la manière dont les utilisateurs vont s'authentifier dans votre solution. On va peut-être rajouter aussi la manière dont la consommation d'un dataset, on va prendre ça par exemple, ok? Imaginons, votre solution, peu importe ce qu'elle fait comme action, doit consommer un dataset. Vous devez d'abord, j'espère pour vous, en amont, inspecter ce dataset et avant de l'ingérer, avant de donner ce dataset à Claude Code, vous posez simplement une question de savoir, j'ai ce dataset qui comporte des données de type texte, vous renseignez un peu de contexte sur ces données-là et vous dites à Claude Code, j'aimerais par exemple ingérer ces données-là. Claude Code maintenant va aller, de manière générale, vous mettez le dataset dans un fichier dans votre arborescence et sur le terminal ou sur la ligne de commande, vous allez pouvoir taguer le dataset et Claude Code va aller directement rechercher dans l'arborescence le dataset en question. Il va l'ouvrir avec les commandes successives bash et inspection et tout le reste et il va comprendre plus facilement votre dataset parce que vous l'avez rajouté quand même quelques éléments de contexte sur ces données-là. Mais ne laissez jamais, jamais, jamais toute l'initiative à Claude Code de comprendre ce que fait votre dataset de A à Z. Vous devez toujours l'accompagner. Vous devez toujours lui donner un peu d'éléments de contexte pour qu'il soit plus efficace dans sa tâche. Mais je vois des débutants parfois qui vont juste déclarer à Claude Code, j'ai ce dataset. Trouve la manière dont tu pourrais l'utiliser. Non, c'est très flou comme instruction. Ceci me permet justement d'insister sur cet élément, c'est que l'IA, ces outils-là, Claude Code, Cursor, Codex, Windsurf, bref, Devin et tout le reste, sont très très performants, mais aussi très très bêtes, entre guillemets. C'est-à-dire que les débutants surtout se retrouvent avec ce problème. Généralement, au mieux des cas, des MVP fonctionnent sur les machines en local. Mais lorsqu'il faut déployer sur des serveurs en production, de passer du stade local sur la machine à la prod, à mettre réellement ces solutions-là en ligne, généralement, la solution ne marche plus. Pourquoi? Parce que ça relève justement de tout ce que je viens de vous donner ici. Pourquoi? Parce que les gens pensent que l'IA va pouvoir faire tout à notre place. Non. Si vous ne donnez pas des instructions très claires à l'IA, c'est pas parce qu'on est passé du stade, entre guillemets, du coding au langage naturel qu'il ne faut pas être clair dans ces instructions. C'est aujourd'hui la compétence ou l'une des compétences les plus essentielles avec l'arrivée des solutions d'intelligence artificielle, c'est d'être le plus clair possible lorsque vous vous trouvez en face d'un terminal d'une solution d'intelligence artificielle. Si vous n'êtes pas clair, je précise bien, en langage quasiment formel, l'IA va dériver au fur et à mesure. Vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte au début, parce que c'est encore très tôt pour observer ce qui est en train de se passer. Mais si vous ne restez pas très clair dans vos instructions, plus vous allez développer avec ces outils-là,
vous êtes comme ça, petit à petit, en train de dériver vers quelque chose qui va vous dépasser à la fin, parce que cela va nécessiter de la refactorisation, de la complexité au fur et à mesure. Voilà, vous allez vous retrouver en face des problèmes très, très ingérables. Donc, soyez très clair dans les instructions que vous donnez à Claude Code et toujours, sachez de quoi vous parlez en fait. Voilà. Que ce soit l'intégration d'un dataset, la mise sur pied d'une fonctionnalité, peu importe, la consommation, par exemple, de données dans une base de données, et bien sûr la gestion de toute l'architecture de votre projet. Et je vais terminer ici maintenant pour dire que tout ce travail-là sera d'autant plus facile si en amont, vous faites ce que je vous ai dit avant de pouvoir utiliser un outil tel que Claude Code. Voilà. Cette méthodologie m'a permis de mettre sur pied plusieurs agents intelligents aujourd'hui. Et je vous en parlerai bien sûr d'un agent intelligent que j'ai mis en place et qui pour l'instant est en étude de cas auprès de la direction interministérielle du gouvernement. Donc, c'est vraiment ces pratiques-là, pour celles et ceux qui voudraient réellement se lancer dans l'intelligence artificielle avec une méthodologie cadrée, je précise bien, ce sont ces pratiques-là qui me permettent aujourd'hui d'aller beaucoup plus vite que la moyenne. Merci les amis, restez concentrés, je vous dis à la prochaine. Au revoir.